Ils avaient déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les tracteurs sont partis. Hein. Protection de la biodiversité, mangrove, forêt xérophytique et forêt sèche là. Des formes de botanique très très fortes comme on a dit. Bel bonjour tout le monde. Donc, vous êtes sur le plateau télé de Zouk TV avec Ansimène La Sopamar. Donc, La Sopamar remercie Zouk TV de nous accueillir chaque semaine pour son émission. Aujourd'hui, nous avons comme invité Marcel Bourgade, qui est membre de La Sopamar. Je te laisse te présenter. Ben oui, bien bonjour à tous les téléspectateurs de Zouk TV. Bien merci à Zouk TV. Je suis donc un militant de base de la Sopamar, mais ainsi donc vice-président de la Sopamar et jusqu'aux années 92. Lorsque tu dis que tu es un ancien vice-président, mais tu es aussi membre fondateur de la Sopamar, mais tu étais au tout début. J'ai adhéré à la Sopamar, elle était déjà créée. Au temps donc, de la rencontre entre la SOPASU et l'association de sauvegarde des mangroves. Alors la SOPASU, c'était association de sauvegarde du Sud, du patrimoine du Sud, où j'étais Garcin Malsa et comment on appelle Alain Théodose, des gens plutôt du Sud, Jean-Luc Ega, qui était en fer de lance, comme on dit, et pour la sauvegarde. Il y avait le problème du barrage de Crèvecoeur. Donc il y a eu un sacré combat. Bon. Et puis, il y avait une association de M. Davidas, Pierre Davidas, Rivière-Salée, qui s'occupait surtout des mangroves, de sauvegarde des mangroves. Il a fait un gros combat aussi à Génipa pour sauvegarder Génipa, parce que Génipa était destiné à devenir comme la zone qu'on voit là au Lamentin. Une zone industrielle. Zone commerciale, oui. Zone de stockage de trucs importés, quoi. En fait, c'est ça. Il n'y a pas de zone industrielle à Martinique, en réalité. Okay. Donc, et c'était destiné à être bétonné. Et jusqu'à présent, il y a des cartes. On peut retrouver des cartes où il y a des projets de bétonisation de la mangrove de Génipa. Donc, la Sopamar, fondamentalement, quand elle s'est créée à la rencontre de ces deux associations, a fait qu'aujourd'hui, les gens n'imaginent même plus qu'on fasse ce projet à Rivière-Salée. Donc c'est déjà une victoire en soi de la Sopamar, d'avoir inversé dans l'esprit des gens la vision, le regard, le vécu de la mangrove. En tout cas, à Rivière-Salée. Donc depuis cette époque, les municipalités qui sont là n'ont plus ce projet en tête en tout cas. Et même ceux qui ont imaginé ça, ils n'osent plus, quoi, en fait. Okay. Mais donc c'est déjà cette rencontre de deux associations. C'est ça qui a fait la Sopamar. Et moi, je suis venu un petit peu après, 2-3 années après, et par ma famille, puisque mon oncle était déjà à la Sopamar. Mon oncle peut-être était mon premier fondateur, et avec Garcin. Et j'étais très jeune, donc j'ai adhéré, et mon premier combat, ça a été le combat au niveau des Salines. Okay. Donc l'aéroport des Salines. Vous voulez faire l'aéroport. Il y avait aussi un hôtel qu'il voulait faire avec 1000 chambres, je crois aussi. C'était le prolongement de la Zatahama qui avait lieu bien avant ces associations. Hein. Ces associations-là, depuis les années 70, il y avait un grand projet pratiquement du Vauclin, du Macabour, avec Rothschild qui avait acheté des terres là, jusqu'à Caritan. Tout ce qu'on appelle la trace des Caps, tout ça c'était voué soi-disant à l'industrie lupanard touristique. Et ça a été, il y a une grosse mobilisation populaire. Donc ça c'est l'ancêtre en fait de la Sopamar, des associations vraiment écologistes, mais ils n'étaient pas constitués en association. Donc c'était l'étincelle en fait. L'étincelle de l'association. Qui ne s'est pas manifestée par la création d'une association à l'époque, mais en mesure du temps est devenu donc à Sopamar. À Sopasu d'abord, Association de sauvegarde des mangroves, et à Sopamar. Ok, donc je rappelle que à Sopamar, c'est Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais. Alors, moi, quand j'ai adhéré, j'ai lancé la Sopamar étudiant, avec des étudiants comme moi-même,
Michel Leopoldi, Johnny Pateri, Joël Laban, Marlin. Donc tous ces jeunes-là, on était à l'époque au campus, donc on a créé une section étudiante qui avait tout son Mais qu'est-ce qu'elle faisait en fait spécifiquement? Qu'est-ce qu'elle faisait la section? Elle rassemblait déjà, on faisait des réunions donc, au niveau des étudiants. Et il y avait le gros sortie à l'époque de la Sopama où les étudiants venaient à ces sorties, sous les îlets, du Robert, du François. Et petit à petit, ces étudiants-là, bon, il y avait des étudiants en droit, bon, ils s'intéressaient vraiment au juridique du droit. À l'époque, c'était naissant, il n'y avait pas encore le code de l'environnement. Donc, c'était une émulation, quoi. En fait, ça a créé chez certains jeunes qui sont toujours fidèles à la Sopama, même s'ils ne sont pas tout près comme moi-même, toujours de la Sopama, mais ils sont là, leur esprit avec la Sopama toujours. Merci. Oui. Alors, à part être membre de la SOPAMA, tu peux nous dire en fait, que tu es chercheur. En fait, tu es un chercheur. Et sur quelle base, en fait, quelle notion, quel thème sur lesquels tu fais tes recherches? Je m'intéresse aux reptiles, les amphibiens, l'herpétologie, comme on dit, l'herpétologie. Okay. Et l'herpétologie m'a amené à m'intéresser à la géologie. Donc à même la paléogéologie, c'est-à-dire les temps anciens, et ce qu'on appelle aussi la paléobiologie, c'est-à-dire comment les espèces se sont dispersées par rapport à des contextes géologiques et géographiques. Donc la datation des terres aussi. La datation de la tectonique des plaques, le volcanisme, comment la géographie même qui n'était pas la même au cours des temps géologiques. Donc tout ça, c'est ça qui conditionne en fait la biodiversité à un moment donné et l'évolution de la biodiversité aussi dans le temps. Donc on a lié tous ces phénomènes en fait, toutes ces sciences, en fait, toutes ces sciences, c'est-à-dire la biologie et aussi maintenant la biologie moléculaire, c'est-à-dire l'étude de l'ADN, on peut dater maintenant des choses par rapport à l'ADN, c'est-à-dire l'horloge moléculaire qu'ils appellent ça, faire des corrélations avec des données donc, de géologie et tirer des conclusions. En fait, c'est ça que j'ai mélangé, quoi, en fait, pour pouvoir aboutir à certaines conclusions concernant donc notre herpétofaune endémique. Et cet endémisme remonte bien plus loin qu'on ne pensait en tout cas. Grâce à la biologie moléculaire, on sait qu'il y avait donc un espace terrestre, donc une île, des îles qui existaient déjà émergées pour la Martinique. Bien avant, sous la position de la Martinique, sous la position de la Martinique, bien avant 25 millions d'années comme on pense. Donc, en fait, il faut avoir un autre braquet pour voir les choses. Quand on dit que la Martinique est apparue il y a 24 millions d'années, Sainte-Anne-et-Caravelle, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, il faut inverser la chose et voir que la Caravelle et la Sainte-Anne étant plus vaste, en étendue émergée, à l'époque, il y a 25 millions d'années, sont demeurés émergés. Ok. C'était des morceaux de terre. Parce qu'il y a des espèces qui ont pu trouver refuge là, qui ne supportent pas la mer. Et ces espèces-là, la biologie moléculaire nous informe qu'elles se sont séparées. On dit il y a une divergence génétique avec des espèces donc, d'Amérique du Sud, de l'actuel Orinoco, Venezuela, Trinidad. Il y a des espèces qui sont endémiques très anciennement, depuis plus de 40 millions d'années, ça va jusqu'à même 65 millions d'années, qui se sont dispersées depuis cette époque-là vers la Caraïbe, même jusqu'à l'actuel Cuba, Porto Rico, etc. Et à un moment donné, il y a eu un isolement de ces espèces au niveau de la Martinique, géographiquement. Okay. Donc,
Ça veut dire que la terre, il y a des morceaux de terre qui étaient très vastes, qui ont permis à ces espèces de se répartir, de se disperser terrestrement depuis l'Orénoque actuel. Il faut imaginer. L'Orénoque. L'Orénoque, c'est le delta de l'Orénoque. C'est un fleuve qui est au niveau du Venezuela actuel. Ok. Donc, depuis cette zone-là, le delta de l'Orénoque, qui n'était pas comme maintenant, c'est-à-dire que la configuration même de l'Amérique du Sud, tout ça se déplaçait, la plaque tectonique caraïbe se déplaçait vers l'est. C'est-à-dire que ce n'est pas tout à fait la position de la actuelle, c'est un plissement, deux plissements de la plaque caraïbe qui, donc, C'est dommage, on n'a pas d'image. s'accrète sur la plaque américaine, et même qui la segmente en deux, qui fait qu'il y a eu, comme l'Himalaya, l'Himalaya avec l'Inde. Ça est monté en montagne. Voilà, ça fait deux plissements, et ces deux montagnes-là sont suffisamment montées. Ces deux plissements-là étaient suffisamment hauts pour sortir au dos. Donc il y a eu ce qu'on appelle les Aves. Les Aves, c'est quoi? Les Aves, c'est une cordillère qui est au niveau de la mer Caraïbe. Quand on regarde la mer Caraïbe au niveau de la Martinique, il y avait toute une chaîne aussi, comme la Caraïbe, au dos, qu'on appelle le ridge des Aves, qui est maintenant 1 kilomètre sous l'eau. Ok. Mais c'était hors d'eau à un moment. Donc les espèces si ont pu passer là et arriver même jusqu'à Porto Rico. Donc on est... Sainte-Anne et Tartane sont des morceaux d'Amérique. C'est ça? Non. Ce sont... Déjà, ils sont sur une plaque qu'on appelle la plaque Caraïbe. La plaque Caraïbe elle-même, qui s'est détachée de la plaque Pacifique, qui s'est fragmentée en plusieurs petites plaques, 3 plaques. Et la plaque Caraïbe, comme une sorte d'appendice, elle a percuté, elle est entrée entre les Amériques. Ok. Donc c'est la même manière qu'on a les Appalaches au niveau du nord. On a toute une cordillère des Amériques en Amérique du Nord, côté Pacifique. Et ça continue jusqu'à la cordillère des Andes, jusqu'au Chili. Ce qu'on appelle jusqu'à la Terre de Feu. La même manière qu'on a cette cordillère-là, au niveau de la Caraïbe, la pénétration de la plaque Caraïbe entre les deux Amériques a fait cette cordillère-là au niveau de la Caraïbe et au niveau des Aves, ces deux plissements. C'est pour ça qu'on a beaucoup de tremblements de terre. Voilà. Et nous sommes, en fait, un continuum de cette cordillère via la Caraïbe, Cuba, et qui remonte jusqu'au niveau de la Californie, quoi. Ok. Et donc, en fait, ce qui crée une catastrophe naturelle. Alors, l'état géologique, ça c'est pas... C'est des millions d'années. Oui. C'est l'état géologique. Aujourd'hui, ces plaques terrestres créent régulièrement des tremblements de terre. Ça continue. La tectonique de plaques, c'est un mouvement perpétuel. C'est naturel. C'est naturel. Oui. Alors, mais donc la plaque Caraïbe est en train de... Comment on appelle? La subduction. Glisser. C'est ce qu'on appelle la subduction. Elle glisse sur la plaque Amérique du Sud et Amérique du Nord, c'est la cheval sur les deux. Et à l'altitude de la Martinique, la plaque Amérique du Sud et Amérique du Nord, c'est à ce niveau-là qu'elle s'est fragmentée. Ok. Donc il y a une faille, pratiquement à l'altitude de Sainte-Anne-Caravelle, en face, une fracture de la plaque Amérique en deux, Amérique du Sud, Amérique du Nord. Ok. Donc, c'est justement, en fait, la Martinique est exceptionnelle, entre guillemets, par rapport à la Caraïbe, parce qu'elle se trouve dans l'arc la plus à l'est, la plus en pointe, en fait, là où cette fragmentation-là s'est faite, comme si c'est une pointe, une percussion qui a créé donc cette fragmentation. Et la plaque Amérique, elle est en train de glisser vers le nord, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, bon, j'appelle ça recul de plaque, mais on peut trouver notre mot, à un moment donné, il y a eu cette submersion. C'est-à-dire les Aves sont complètement devenus sous l'eau, petit à petit, et petit à petit aussi, progressivement, et la plupart des îles de la Caraïbe, le l'isthme que ça formait un isthme, un continuum pratiquement, je dis, du sud de Grenade actuelle, là, près du Venezuela, jusqu'à Porto Rico, c'était un continuum. Okay. Donc, au bout d'un moment, il y a eu des îles, de plus grandes îles, qui se sont petit à petit avec le volcanisme fragmentées, qui se sont petit désagrégées, et il y a eu des détroits qui se sont formés. Et les études montrent, avec les espèces qu'on a de l'hépétofaune, que le canal de la Dominique est beaucoup plus ancien que le canal de Sainte-Lucie. Okay. Il existe depuis bien plus longtemps. Ça veut dire qu'on voit très bien, par rapport aux anolis,
un anolis en Dominique n'a rien à voir avec un anolis de la Martinique. Et on voit, alors que l'anolis de Sainte-Lucie, Grenade, Saint-Vincent, ce sont des anolis qui sont très proches. Ok. Et Qui sont de la même famille. La grande famille. En fait, les anolis, tous les anolis de la Caraïbe sont sortis de l'Amérique du Sud. Il y en a qui sont passés par les Aves, il y en a qui sont passés par la Caraïbe. Et à un moment donné, comme toutes les parties de l'isthme de la Caraïbe et l'île des Aves sont disparues, les anolis qui sont passés par les Aves, ils sont restés isolés au niveau d'îlots de Porto Rico. Ce qu'on appelle les bandes d'îles de Porto Rico, après comme quand tu expliques l'affaissement. Donc, il y a eu un isolement des espèces qui sont endémiques depuis des millions d'années, donc depuis plus de 50 millions d'années, qui sont restés isolés sous Porto Rico, et nos anolis qui sont restés isolés au niveau de la Martinique. Ok. Quand tout ça s'est affaissé, il faut imaginer, bon, l'actuelle Guadeloupe en bas de l'eau, l'actuelle Dominique en bas de l'eau, Antigua, tout ça en bas de l'eau. Et mais là, nous, on est demeurés, et Trinité. les deux petits morceaux qui sont demeurés émergés et qui ont permis à des espèces de trouver des refuges pour après se redisperser. Parce qu'après, il y a eu d'autres phénomènes volcaniques et toujours tectoniques, mais volcaniques, qui ont fait que les îles se sont reformées. Et il y a eu des émergences. Et donc, il y a la Caraïbe jusqu'à présent comme on la connaît, quoi. On voit des îles, mais en fait, à un moment donné, l'étude justement de la pétrologie nous montre comment Sainte-Lucie et la Martinique, ont les mêmes espèces. à un moment donné, formaient un seul bloc. C'est pour ça qu'elles ont les mêmes espèces, le trigonocéphale. Non, ça après. Après, on va mon Dieu. Je parle des petites, je parle de la micro-herpétofaune, des espèces qui n'ont pas pu, et puis des amphibiens aussi, des petits amphibiens, des lodes, des petites grenouilles, qui n'ont pas pu se disperser comme ça par radeau flottant. Ok. Parce qu'il y a eu une dispersion aussi. La mer n'est pas une véritable barrière. Et justement, des phénomènes comme on vit aujourd'hui là, pour revenir à maintenant. Voilà, c'est ça. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. On voit un tas de terre qui part dans la mer. On voit des morceaux de troncs d'arbres qui partent dans la mer. En fait, c'est comme des phénomènes de l'art. Comme on a eu au prêcheur. Mais ça se fait avec l'eau qui ravine tout, qui fait des affaissements et qui emporte de la terre des végétaux dans la mer. Et ces végétaux, avec les courants, vont ailleurs. Okay. Et ça se passe aussi en Amérique du Sud. À l'Orinoque, quand il y a de grosses crues, on a tous les sédiments, tous les troncs d'arbres qui font que des espèces peuvent voyager comme ça. Donc en fait, c'est naturel d'avoir beaucoup de pluie avec oui, il y a des périodes comme ça. Des ébroulements. C'est tout à fait. Il y a des périodes dans l'histoire géologique où il y a eu beaucoup de pluie et jusqu'au point de faire que des espèces se dispersent du continent sud-américain par la mer. Par la mer. Aussi. Mais là, je te parlais de phénomène qui est plus terrestre, c'est-à-dire une dispersion terrestre de petits serpents qui vivent sous la terre, des timabouya, qui ne supportent pas quand même trop l'eau de mer, de trop grands déplacements. Donc, c'est pas possible qu'ils soient sortis d'aussi loin pour arriver en Martinique. Donc, ils ont pu se disperser après d'île en île, mais pas trop loin. Donc, l'explication, on l'a maintenant, depuis 2015, avec certitude. Ah, c'est récent. La biologie moléculaire atteste que les petits mabouillas, par exemple en Martinique, sont là depuis 30 millions d'années. Qu'ils ont divergé, même pas, je vous dis, ils ont divergé il y a 30 millions d'années des petits mabouillas d'Amérique du Sud. Ok. Donc, s'ils étaient sur un site donné, appris sur la Martinique, qui sont là toujours, c'est que la Martinique avait déjà un espace déjà en haut. Émergé. Les petits serpentaires aussi, c'est à peu près le même chiffre. Les anolis, c'est 37 millions d'années. Tous les chiffres se recoupent. C'est-à-dire pour alors les amphibiens sont encore plus vieux, c'est 42 millions d'années. Les petites grenouilles qu'on a là, les deux espèces endémiques de la Caraïbe orientale et plus précisément endémiques de la Martinique très anciennement. Donc c'est tout un travail
en fait, de recherche quoi, sur ce niveau-là. On voit que tu es passionné. Oui. Très passionné. Et c'est très passionnant. Et alors, pour revenir effectivement à ce qui se au passe. sujet de ce qui se passe Aujourd'hui, actuellement, nous avons beaucoup d'inondations on a et des sols de glissements de terre. qui sont gorgés d'eau, des sols. Oui, parce qu'on a vu que ces derniers temps, il a plu énormément. Pendant 2 mois, même si en fait, on a une période cyclonique et d'hivernage. Donc normalement, les pluies, elles devraient cesser peut-être en octobre, c'est ça? Et nous, on voit qu'on a énormément de pluie jusqu'à aujourd'hui. Oui. C'est un phénomène, disons, naturel, habituel, Donc, avec le changement climatique aussi, on aura des bouleversements. Mais comme je vous dis, la planète a déjà connu des périodes où il y a beaucoup d'eau, en fait. Beaucoup d'averses. Mais il y a aussi... Donc, c'est aléatoire aussi. C'est le fonctionnement météorologique. C'est-à-dire que c'est des phénomènes qu'on n'a pas encore bien cernés. Mais on sait qu'au niveau de l'équateur, c'est là qu'il y a plus les forêts les plus vertes. Tropical. Donc c'est là qu'il y a plus d'eau. Donc là, en zone tropicale, il y a un phénomène de va-et-vient, des courants d'air, des courants. Donc on a vu pour les sargasses que elles descendent plus au sud maintenant. Donc il y a des phénomènes qu'on n'a pas encore bien cernés qui font qu'on a ces changements-là, on a beaucoup de pluie. Peut-être je ne sais pas, ils vont mesurer, peut-être qu'ils vont comparer avec les chiffres qu'on avait peut-être avant. Mais quoi qu'il en soit, il y a aussi le phénomène de l'aménagement du territoire, comme ils disent. Mais la Sopamar, elle a les gens ont un autre construit, concept. ont coupé des arbres, ont fait des routes. On comme déboisé. Ils disent désenclaver, il faut aller partout avec les voitures. Mais on se rend compte que c'est pas... Il ne fallait pas faire ça. Désenclavé, c'est-à-dire qu'il fallait permettre à tous les Martiniquais de circuler sur toute la Martinique. C'est ça. Oui. Donc faire des routes. Et il y a des endroits en forêt, voilà. sur les terrains agricoles, il ne faut pas faire les routes. Il y a des endroits, la preuve, où les routes vont certainement être sectionnées. À part des affaissements, il y a des failles, etc. Bon. Et comme je dis, c'est un sol très jeune. Là, dans le nord, là, c'est un sol qui n'est pas stable, qui est beaucoup moins stable que les sols du sud-ouest et du sud. En fait, le sol où l'érosion est déjà, en fait, disons, consommée. C'est-à-dire, à Sainte-Anne, on a des monts très ronds. Dans le sud, en général, on a des monts assez arrondis. Et dans le nord, on a des monts pointus. C'est là qu'on peut voir que l'âge, en fait, géologique d'émergence de volcans. Les volcans dans le sud ont été érodés et le sol est beaucoup plus stable. Ils sont arrondis. Ils sont beaucoup plus stables. C'est-à-dire, toute la terre qui se trouvait comme dans le nord, elle a bien été travaillée, quoi. À un moment donné, c'est déjà retrouvé dans la mer, sédimenté et charrié au niveau de la mer. Okay. Donc, dans le nord, on a des sols très neufs. On voit ça au Pêcheur aussi, là, c'est le plus jeune, la montagne Pelée, Grand Rivière, tout ça. Et c'est un petit peu moins jeune au niveau des Pitons, au niveau de Sainte-Marie. Mais tout ça, c'est voué à très long terme, au temps géologique, à devenir des monts arrondis, en fait. C'est ça. Ok, donc en fait, c'est un phénomène tout à fait naturel. Oui, mais à très long terme, je répète. Donc, quand on dit que la Sopamar, à l'époque, disait ménager le territoire, pas aménager, ménager le territoire. Okay. Ça veut dire être conscient de toutes ces données-là, prendre soin du territoire. C'est-à-dire, si on ne peut pas faire un boulevard à un endroit, il ne faut pas faire un boulevard. Il faut, si on a vu qu'il faut faire de 2-3 mètres d'écart, ça veut dire qu'il faut changer notre comportement par rapport au type de voiture qu'on a, au type de transport, etc. Mais ça demande tout un changement de paradigme. On ne peut pas appliquer un même raisonnement comme dans les grands pays, et surtout un pays comme la Martinique, où il y a un sol volcanique. Et puis fragile, un climat tropical, contrairement à un climat tempéré. Où il y aura forcément des affaissements comme on vit là. Il y aura une instabilité des sols, il y a des failles. Et où l'eau va travailler, comme ça se fait là, les maisons construites, en fait, n'importe où, en fait. En fait, quand on construit un endroit où... Il y a une étude de sol à faire. Même s'il y a une étude de sol, mais on construit quand même
parce qu'on estime qu'on peut construire, les textes disent qu'on peut construire, Même les routes, mais on voit. et on voit que tout ça part. Donc il faut tirer des conclusions. Donc effectivement, ils font des murs de soutènement, tout ça. Bon, ils coupent. Déjà, on constate que quand on laisse des arbres, un endroit, certains arbres, pour tenir la terre, ça fonctionne. Mais quand on rase une forêt en amont et en aval, et puis on laisse même un petit peu de forêt, comme ils ont fait à Terreville, là, des endroits-là, il y aura forcément des. Oui, parce des que conséquences. l'eau de pluie ne sera pas captée par les branches des arbres, ne sera pas captée de la terre, donc ne sera pas infiltrée, donc elle va glisser. Elle ne va pas alimenter les nappes phréatiques, et elle va lessiver le sol, elle va raviner, et à petit elle va créer ce qu'on a. Le lard, c'est ça, hein, c'est de l'eau qui s'infiltre derrière une grande masse De terre. de terre. Et même s'il y a des arbres, à la limite, une fois que ça s'infiltre, une fois qu'il y a une faiblesse, là où vous avez des boisés dans le monde, par exemple, eh bien, la partie du monde va se détacher. Et c'est ça qu'on voit, en fait, c'est une somme de petits lards auxquels nous on assistons. assiste là. Et donc Thierville, donc on a vu qu'effectivement, bon, qu'il y a eu un gros déboisement. Donc c'est même si c'est pas aujourd'hui qu'on aura un Les conséquences, problème, ouais. mais d'ici peut-être 15 ans, 20 ans, 30 ans, bon ben ça sera une catastrophe. Et Surtout qu'il y a une sorte de falaise un petit peu plus bas. Hein. Oui, Ça descend avec la à rivière, Font-Rousseau. Il y a qu'ils ont bétonné un petit peu. Voilà, donc tout ça, à long terme, ça a des conséquences. Même si le sol est un petit peu plus stable à Terreville que dans le Nord-Atlantique. Ok. Et lorsque, mettons, le déboisement que nous avons eu aux Anses d'Arlé avec le feu, par contre, là, il y a moins de risques pour les glissements de terre, hein, puisque c'est Oui. plus ancien. C'est plus ancien, mais La terre est plus stable, le sol est plus mais stable. quand même, l'eau va raviner, ça va encore entraîner une accélération de l'érosion. Le sol va devenir encore plus pauvre, en fait. Il y aura les sédiments, si ce n'est pas replanté, les sols vont être lessivés aussi. Hein. Ça va, le monde est censé être érodé encore plus. Donc c'est quand même pas bon, même si le sol est plus stable. Ok. Alors, c'est quoi l'aménagement du territoire? Pour que nous puissions après parler du ménagement du territoire. L'aménagement, comme il le Sopamar. conçoit, c'est effectivement organiser donc des plans d'occupation des sols, des plus, comme on dit maintenant, plan local d'urbanisme. C'est urbaniser intelligemment, mais en fait aménager dans le sens où l'homme le voit, c'est pour ses propres Besoins. alors qu'il faut peut-être, comme on dit, passer rapidement à la notion de ménagement. C'est-à-dire, il faut Prendre soin, faire il faut attention. tenir compte de nos besoins, mais il faut tenir compte surtout des générations futures, des besoins des générations futures, et ménager, c'est-à-dire maintenir dans l'aménagement qu'on va faire, en fait, ménager cette nature, ménager le contexte, justement, en toute connaissance de cause, c'est-à-dire en connaissance aussi des phénomènes géologiques, comme je parlais aussi. En fait, tout est en interdépendance. Voilà. Et sachant que tout est en interdépendance, eh bien, c'est pour ça qu'il faut ménager Le territoire. le territoire. Le territoire. Voilà, pour ne pas arriver à avoir des situations. Il y a aussi la notion de seuil de tolérance, c'est-à-dire qu'un territoire n'est pas extensible. Surtout que nous sommes sur une île. Voilà. Donc, on ne peut pas non plus. Il y a un moment donné, il y a des limites. Et si on ne met pas les limites dans notre tête, on arrive à des déboires comme on a là, quoi. C'est-à-dire, pourquoi faire, par exemple, je prends la route de la Trace. La route de la Trace, je l'ai connue plus jeune, enfin enfant, assez étroite. Bon, à l'époque, c'était deux voitures passaient, se croisaient normalement. Il y avait des ponts où c'était une seule voiture qui passait. On attendait. Et petit à petit, non seulement ils ont déboisé les abords, ils ont canalisé, c'est les grosses canalisations qui sont apparues sur les deux côtés. Donc, j'ai vu l'évolution de la route. Et il me semble, étant plus jeune, que la petite route étroite là, elle était beaucoup plus stable que les grosses routes qu'il y a là. Ok. Les plus larges. Et en fait, l'eau, de fait, le vent, quand il y avait cyclone, il avait moins de prise. Il n'y a pas de coulée comme il y a maintenant des boulevards, en fait, de non-forêt. Et aussi, l'eau, elle devait s'infiltrer beaucoup plus
dans les nappes phréatiques de cette forêt-là que maintenant. Parce que là, maintenant, il y a des sortes de canons d'eau, en fait, quand ils canalisent. Quand l'eau tombe là, elle coule le long de la route, en fait, dans les canaux. Et ça descend sur... Oui, on voit les ça routes, descend ce sont vers la des rivière rivières, quoi. rapidement. Les routes font des rivières, en fait. Voilà. À Sainte-Marie, on voit que la route, c'est quasiment une rivière, quoi. Eh bien, le cas de la route de la Trace, moi, je l'ai connu complètement différemment. Hein. Des petits ponts bien en pierre, là, qui ont toujours, c'est depuis très longtemps, qui ont tenu vraiment pendant très longtemps. Donc les constructions de Et nos qu'ils ont dû, parents en fait, étaient plus costauds, et qui n'ont pas été solides. détruits par des intempéries. Donc, C'est l'homme même qui a remodifié là. le matériau qu'ils utilisent aujourd'hui, peut-être. Il y a le matériau, mais il y a aussi les techniques. il y a aussi l'esprit de ne pas être dans la démesure par rapport au pays. Oui. Il y a ça. C'est-à-dire, on a tendance à vouloir faire des choses larges. La route de la Trace, Autoroute. pour moi, la route de la Trace est trop large par rapport à ce que j'ai connu. Quoi. Et on a perdu des surfaces qui étaient boisées à cause de la route. Ça fait peut-être 3 mètres, 4 mètres de chaque côté. Ouais. Donc ça fait peut-être 10 mètres de chaque, au total. De forêt qui était dans la route avant. Sur les bas côtés, on était déjà dans la forêt en faisant un seul pas. Ok. Et là maintenant, il faut passer le canal, il faut passer. C'est déboisé, c'est soi-disant entretenu, mais on voit que quand ils ont essayé de faire la route entre Font-Saint-Denis et la route de Deschaux, cette route-là, il y a eu un gros affaissement là. Pendant une bonne dizaine d'années, c'était bouché. Il me semble même qu'il y a eu un mort là. Quelqu'un qui est mort là. C'est pas à Font-Saint-Denis qu'il y a eu. Oui, à Font-Saint-Denis, à cause des travaux. Mais il y a eu un gros affaissement là et la route est restée, je crois jusqu'à présent, elle est fermée là. Ah bon? Non. Ouais, et là, ça a été réparé, mais on m'a dit qu'il y a eu un affaissement là, qu'il y a un endroit où on ne passe pas. Là, aujourd'hui, oui. Peut-être Avec les aujourd'hui, mais inondations. avant ça là, il y avait déjà un problème. Ok. Donc il y a le fait d'avoir fait de gros travaux comme ça, d'avoir élargi, ça a changé tout. Ok. Donc c'est le ménagement, c'est peut-être l'esprit que les gens avaient un petit peu à l'époque quand ils ont fait la première route de la Trace. Mais ils voulaient pas ménager non plus la Martinique, puisqu'ils avaient l'intention de construire une route entre Grand-Rivière et le Prêcheur. Ah oui, ça c'est De le rejoindre fameux Grand-Rivière et le esprit de Prêcheur. désenclavement, aller faire le tour de la Martinique, aller partout, ne pas respecter la biodiversité en fait, et créer des brèches qui à terme amènent de l'urbanisme. Une route c'est de l'urbanisme quoi. Ouais. Parce qu'à l'origine, il y avait un chemin hein, et qui était très pratiqué. Pratiqué par une voiture ou non? Non, par Les habitants à pied. et même les charrettes, les chevaux. Ok. À l'époque de la colonisation des Français, ils avaient fait un chemin qui partait du Prêcheur et qui rejoignait même Sainte-Marie, hein, loin. Il y avait des va-et-vient plus qu'on le croit. Et c'était des chemins comme... Quand on fait la trace Grand-Rivière-Prêcheur, on passe sous des petits arceaux. Donc c'était à la dimension de ce qu'il y avait avant comme voiture. Les voitures, Ok. c'était un cheval et une charrette, par exemple. Ok, d'accord. Donc, mais il y a eu des routes, en fait, déjà là, mais pas au sens où on l'entend là maintenant. Et tant mieux. Et voilà. Tant mieux. Donc, je voulais aussi que tu abordes le problème de la continuité écologique. Donc, c'est quoi la continuité écologique et pourquoi c'est important par rapport aux événements qui se passent à l'heure actuelle de respecter la continuité écologique? Alors, il faudrait peut-être prendre un exemple de... Quand on est sur un site, par exemple, on prend une mangrove. Il y a une continuité écologique entre la mangrove qu'on voit là avec les arbres et la prairie sous-marine dans la mer jusqu'au coraux, à la barrière corallienne. Donc quand on touche à la barrière corallienne, on touche à la mangrove. Quand on touche à la mangrove, on touche à la barrière corallienne. Ok. Quand on touche à la prairie sous-marine, on touche... Il y a une continuité, et même dans l'arrière mangrove. Quand on touche à la forêt qui est dans l'arrière mangrove, on touche à la mangrove. Ok. Tu vois, la mangrove, elle existe parce qu'il y a en fait un bassin versant avec de l'eau qui alimente cette mangrove en eau douce, et la mer aussi, qui crée un contexte d'eau saumâtre qui permet à une certaine salinité qui permet à la mangrove d'exister, d'être avec les conditions de la baie.
Donc si on modifie même le trait de côte par des travaux de remblai, tout ça, autour de la mangrove, on casse une continuité écologique. Ok. Les coraux peuvent être Si on, la terre. si on casse des coraux, on prélève des coraux, on casse une continuité écologique. Ok. Si on coupe la forêt en amont de la mangrove, la forêt sèche, xérophile, en amont d'une mangrove, on casse cette continuité écologique qui fait que la mangrove existe. Ça aura des impacts. Comme au Lamentin alors, toutes les zones qui sont inondées, autrement Carrefour Mao, tout ça, etc. Les zones humides. Où ils ont bétonné, mais un bétonnement à outrance. Donc ils ont cassé la continuité écologique. Il y a la zone d'épandage. Justement, quand de l'eau comme ça, il faut que l'eau, il y a un épandage de l'eau en arrière mangrove, le temps que surtout s'il y a la marée, le temps que l'eau Baisse, diminue. Intègre la mangrove. Donc si on casse ce phénomène-là, on crée des inondations. Et on a de plus en plus d'inondations. Voilà. Donc le fait de bétonner, ça crée des inondations parce que l'eau n'a plus cette zone d'épandage où les zones humides, où elle pouvait justement prendre son temps avant de gagner la mer. Ok. Donc nous avons aussi un autre gros problème en Martinique, c'est la monoculture. Donc pour pouvoir faire des champs de bananes, des champs de cannes, donc à l'époque il y avait beaucoup de champs d'ananas, donc il fallait déboiser, faire de l'espace pour pouvoir mettre les champs. Mais ça fragilise le sol. Alors non seulement ils n'ont pas respecté les rivières, ils n'ont pas, normalement la règle, même la règle écrite disait qu'il fallait respecter, quand tu fais de l'agriculture, une dizaine de mètres je crois, entre les berges de la rivière, le limageur, les limites du limageur et ta spéculation agricole. À partir du moment où tu commences à planter ton champ. Il fallait laisser la forêt 10 mètres. endémique de deux côtés des berges. Ça n'a jamais été respecté. Sur 10 mètres de chaque côté. Donc quand on va aller sur la Martinique, ça n'a rien à voir avec il y a un ce qui s'est problème qu'on rencontre aussi à la Sopamar, c'est que ils sont en train de déclasser des rivières en ravines aussi pour pouvoir faire leurs exactions aussi. Une rivière qui s'appelait rivière, qui était considérée comme étant une rivière il y a 10 ans, mais on se rend compte qu'aujourd'hui elle est considérée comme étant une ravine, et comme elle est une ravine, donc on peut construire. Soi-disant, mais on voit ce qui se passe là. Il y a même où il n'y a pas eu de ravine, qu'il y a des ravines là maintenant. Donc elles se sont quasiment créées. Il y a des ravines qui se créent. Ils ont levé soi-disant la place des ravines, mais la ravine où ça existe va reprendre sa place. Donc les ravines, c'est quand on dit une ravine, c'est le fait que l'eau n'est pas superficielle, ne coule pas toute l'année superficiellement. Donc des fois cette ravine, l'eau passe sous la terre, mais c'est un cours d'eau. C'est une ravine, mais c'est un cours d'eau, c'est-à-dire que c'est prévu pour que l'eau passe là. Oui, l'eau circule à un moment ou à un autre, mais c'est le chemin de l'eau. Voilà. Donc la rivière, par contre, c'est la notion de continuité dans l'année. Il y a de l'eau qui coule en permanence, en superficielle. Ok. Donc la ravine, il faut respecter une ravine, parce que la ravine, à n'importe quel moment, on voit ce qui se passe au pêcheur, la ravine elle peut même devenir un lard. La ravine peut devenir un lard. Où est la ravine du pêcheur? La ravine peut devenir un chemin de lard. Ok. Et c'est arrivé... Mais c'est ce qui se passe au pêcheur. C'est-à-dire qu'il peut avoir, la rivière est complètement sèche, tu as un petit filet d'eau, pratiquement pas d'eau, des fois l'eau passe sous le sable, sous la rivière, et puis brusquement, effectivement, avec les pluies, avec les éboulements, on va tout couler et aller vers la mer comme un lard, quoi. Et si les gens avaient construit là, c'était foutu. Mais sur la côte Caraïbe, de façon prêcheur, Carbet, nous voyons bien que petit à petit, la mer prend de la place et la route commence à être réduite. Ils sont obligés de rajouter des remblais. Non, le maire du pêcheur, la municipalité du pêcheur. Mais ça va disparaître, ces ils ont pris des dispositions pour déplacer le bourg. Oui, c'est ça. C'est-à-dire complètement changer de paradigme, faire que les habitants... il y a une sorte de résilience. Monte dans les mornes. Pour se
s'installer plus en hauteur. Oui, parce que ça va disparaître. Oui. Parce que, apparemment, la ville de Prêcheur, quand même, elle est sur un ancien lard. L'ensemble, oui. Voilà, c'est un ancien lard. Donc, ça Un va. super lard. Voilà. Donc, ça va finir par disparaître à un moment ou à un autre. Voilà. Et même une partie de Saint-Pierre. Une partie de Saint-Pierre aussi. Donc, En fait, c'est des prolongements de la montagne Pelée. Et il y avait de super lards gigantesques qui ont fait que cette surface où les gens construisent des villes. ça et tout ça est instable. s'est sédimenté comme si c'était du béton, quoi. Voilà. Donc, c'est comme si c'était un béton, ça s'est endurci, puis ça s'est durci, puis après les gens ont construit, voilà. Mais on peut imaginer une super comme le déluge qui est dans la Bible. S'il y a de l'eau qui tombe pendant plusieurs jours là, on peut imaginer que tout ça se détache. Oui. Et que ça part. Donc, c'est pas être catastrophique, mais c'est catastrophiste. Mais c'est une réalité, quoi. Qu'il ne faut pas non plus exclure. Tu es réalisateur de films de fiction. Non, ça peut se faire. Doubler avec des problèmes de séisme, de volcanisme. Donc, tout ça, ce sont des situations, quoi. Donc, il ne faut pas se mettre dans la tête qu'on est sur un endroit stable, éternel, comme on dit, quoi. Il faut pouvoir être mobile, comme on dit. Et Mobile. donc, cela tient de à qui la responsabilité, justement, pour ménager le territoire? Ménager le Qui sont territoire. les responsables pour pouvoir ménager le territoire? Mais politiquement, c'est le politique avec un grand P. Quand on est conscient de tout ça, on met en place des politiques pour anticiper tout ça. Mais sur le très long terme qui dépasse la vie de justement ces politiciens-là. Il faut voir pour les générations futures comment s'organiser pour survivre en Martinique, si on est martiniquais. Et s'adapter à des situations. Ok. Donc, comme je dis, il faut voir les choses dans les limites du possible. La Martinique a des limites aussi en nombre d'habitants. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe là, le fait qu'on a une dénatalité, c'est pas bon par rapport à ce que j'appelle l'invasion européenne, le colonialisme, etc. Mais même à imaginer, par exemple, qu'on était dans un pays où on était autodéterminé, c'est-à-dire souverain, on aurait eu à gérer une population pour qu'elle ne, comment dirais-je, dépasse pas un certain seuil qui va nuire forcément à l'environnement pour justement perdurer. Donc c'est tout ça, c'est une vision politique. Oui. Donc, ménager notre territoire. Donc, c'est que la même manière que les Chinois, quand les Chinois ont pris conscience qu'il ne fallait pas non plus qu'ils deviennent trop nombreux, ils ont fait une politique de natalité. C'était bon. On n'est pas arrivé là. C'est des choix. C'est des choix. Mais je vous dis, même dans les grands pays, on voit cette problématique-là. Nous, on voit l'île de Pâques, quand on regarde l'histoire de l'île de Pâques, il y a des hypothèses, mais bon, à un moment donné, c'est peut-être une surpopulation qui a fait que les habitants de l'île de Pâques ont disparu. Parce qu'ils n'ont pas anticipé pour survivre, pour exister, comme les Timabouya ont fait pendant des millions d'années. Ils sont restés, ils ont survécu, même sur un petit morceau d'île qui leur restait, pour après se redispatcher. Même les animaux, enfin des animaux le font, quoi. Des animaux qui n'ont pas, disons, le cerveau que nous avons. Ok. Mais tout ça, c'est Ça, c'est passionnant. au niveau des espèces. La survie d'une espèce. Et la survie des êtres humains. La survie des êtres humains, la elle- survie d'un pays, la survie d'un peuple passe par là. Voilà. Et tout en sachant qu'il faut respecter le vivant. Parce vivant. que l'être humain est dépendant de tout son environnement, de tous les êtres vivants qui l'entourent. C'est-à-dire que si on imagine une Martinique sans les anolis, sans les Timabouya, sans les espèces endémiques, ce n'est plus la Martinique. Ça n'a pas de raison d'être. Et il n'y a plus de Martinique à ce moment non plus. Ok. L'endémisme est lié à notre être. Et c'est ça que en fait, le combat contre le déclin de la biodiversité revient à ça aussi. C'est-à-dire à sauvegarder une entité qu'on appelle le peuple martiniquais.
Donc tout ça est lié. Voilà. Donc nous, Martiniquais, l'environnement, c'est toute l'île qui est martiniquaise. Elle a son nom. Alors le mot Martinique, c'est encore notre débat. Mais le Martinique, Martinina, Madinia, tout ça c'est notre débat. Et c'est un nom, d'après mes recherches, qui en fait est fondamentalement inspiré de langue taïno. Mais à la base, elle s'appelle comment, l'île? Alors justement, en fait, comment il y a ils l'ont eu appelée plusieurs noms. Il y a eu plusieurs noms. Le tout premier. Les premiers peuples qui sont arrivés, qui sont passés au niveau de la Martinique, et c'est les peuples justement de l'Orénoque, un petit peu comme c'est le même parcours que les espèces. Hein. Mm-hmm. L'humain a fait le même parcours, mais bien plus tard. Mm-hmm. On parle de milliers d'années, là, on va parler de millions d'années. On parle de milliers d'années. Il y a à peu près 6000 années. 6000 années, donc presque même 8000 années. Il y a des peuples qui ont circulé donc, de l'Orénoque jusqu'à Cuba. Hein. Mm-hmm. Et on appelle les Sibonais. Et ces peuples-là sont passés au niveau de la Martinique. Mm-hmm. Donc ils ont habité la Martinique. Peuplé. Et ils ont nommé la Martinique. Et ce nom ancien-là, peut-être qu'il y a eu plusieurs noms, mais il y a l'un des noms qui a été retenu par les peuples qui ont indiqué aux Espagnols qu'il y a une île qu'on appelle Martinina, c'était la Martinique. Ok, Martinina. Martinina. Les Espagnols ont marqué Martinina ou Martinino. Ok. Mais les Amérindiens, la dernière vague d'Amérindiens, Kalina, qui était en pleine expansion jusqu'à Porto Rico, au moment où les Européens sont arrivés, ils avaient appelé la Martinique Guanacaera. L'île aux iguanes. Guana, c'est ce qui a donné iguane, même dans les langues occidentales. Okay. Guana. Donc, le mot Guana, on le retrouve dans plusieurs îles, même au niveau de Cuba. Il y a des îles, il y a des endroits qu'on appelle avec le suffixe Guana. Donc, le mot Guana, ça veut dire iguane, effectivement, dans la Caraïbe. Et Martinique, alors d'où sort ce mot? On va vite parce qu'on a déjà 2 minutes. Le sens du mot, moi j'ai ma petite idée. Martina, ça pourrait signifier l'île au grand trou d'eau, au grand baie. L'île au grand trou d'eau. Aux grandes étendues d'eau. Et Martinique? Non, ça c'est une déformation francophone. Ok. Martinica pour l'espagnol, c'est devenu de Madinina, Martinique. C'est devenu Martinique. Ok. C'est une évolution de la langue par rapport à des occupants espagnols, français, même anglais. Oui, anglais aussi, parce qu'on n'était pas. Il y a une façon de dire Martinique. Ok. Eh bien, on te remercie, Marcel. Oui. Donc, c'était aussi vraiment passionnant. Donc, je dis prudence à tout le monde et une pensée pour toutes les personnes qui subissent justement des dégâts et des personnes aussi, parce qu'il y a une dame qui a perdu la vie. Donc, nous avons une pensée pour eux. Donc, prudence sur les routes. Et puis, donc, à la semaine prochaine et à très bientôt sur Zouk TV avec Ansimène La Sopama. Merci. Jamais déjà commencé à détruire. Hein. C'est la mobilisation sur place qui a fait que les capteurs sont partis. Hein. De protection, de biodiversité, mangrove, forêt géophysique, forêt sèche-talent, des formes de botanique très très fortes comme on a dit.